Voilà, deuxième plateau de ce café littéraire de cette 33e édition. C'est presque un rendez-vous annuel que nous avons tous les deux, mon cher Yvon et moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Hein, vrai, c'est vrai. c'est vrai parce qu'il a une production quand même très très importante. Là, il a sorti un tout petit bouquin pour fêter ses 30 ans. De temps de 30 ans poèmes, de hein, pas de moi, mais 30 de- ans du temps de de poèmes. poèmes. Voilà, mais tu as fêté aussi quelque chose, toi, là, dans ton fief, là où tu rencontres des gens pour y faire Oui, un à temps de Lannion, tu poèmes. veux À dire. Oui, oui, ah Lannion. oui, j'ai fêté. Enfin, la ville a donné mon nom à un jardin public Waouh. dans Oh, lequel mon fête. père jouait quand il était petit. Oh, Voilà. trop joli. Et voilà, et ce travail, il fait un temps de poèmes avec 80 poètes par temps d'urgence. C'est donc une anthologie que tu as. C'est le volume 3 hein, Oui, de ces anthologies, parues aux éditions La Rumeur Libre. Le volume 3 couvre 2013-2023. c'est ça. Oui. Et j'ai décidé d'arrêter les rencontres. Ça fait 30 ans. J'ai arrêté dans la joie en fait. Hein, voilà. Alors c'est possible que je le regrette la semaine prochaine, Mais tu peux mais faire un voilà. retour. Tu Voilà, sais, il y c'est en a ça. qui Oui, font oui, des oui, oui. retours comme ça, souvent. Rocky 3, Rocky 4, Oui, etc. c'est Oui, oui, ça. Ils vont le mettre 3, 4, ça peut marcher. Mais et donc j'ai fait 3 livres, le premier tome, deuxième tome, troisième tome. Et dans ce livre, il y a quelque chose de particulier, c'est que il est illustré par des gens de la bande dessinée, par exemple, Emmanuel Lepage, Jean-Claude Fournier, Nono. Et C'est Nono. des petites ponctuations comme ça, légères et colorées. Et ensuite, la première partie du livre s'appelle Les invités. C'est donc les gens que j'ai reçus, interrogés, qui sont venus, parce que quand je reçois un poète ou une poète, ils viennent chez moi, je m'occupe, je fais tout, la cuisine, le ménage et un petit voyage au bord Oh, de la tu te fais mer. pas aider, toi. Non, non. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, non. Et ensuite, j'ai demandé aux invités s'ils pouvaient inviter quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle des admirations, quoi. Et du coup, les 40 invités ont invité 40 autres personnes. Et ce qu'il y a de très comment dirais-je, très riche, c'est qu'aucune admiration ne se ressemble. On dit qu'il y a des grands maîtres, sauf que chacun a choisi chacune et réciproquement. Et j'ai découvert des gens que j'ignorais, oui, bien sûr. Ouais. Et le troisième chapitre s'appelle, donc celui-là s'appelle Les invités des invités, et le troisième chapitre s'appelle Surprise. Ce sont des poèmes que je reçois comme ça dans ma boîte aux lettres. J'en reçois beaucoup, et des fois, bon, je n'ai pas envie de lire, des fois, je ne réponds pas, et puis des fois, je suis touché. Et donc là, j'ai publié donc des inconnus qui ont écrit des choses qui me touchent vraiment et qui pourraient devenir des livres plus tard, je pense. Quoi, voilà. Alors, parmi les auteurs dont tu parles, donc, que tu mets en valeur dans cette anthologie, il y en a deux qui sont Oui, sur ce oui, tout plateau. à fait. Il Oui. y a Björn Larsson. Alors, Björn, vieille histoire avec nous aussi, avec Festival Étonnant Voyageur, tu es venu très, très, très souvent. Björn Larsson est écrivain, professeur émérite de littérature et de linguistique française à l'université de Lund en Suède. Comme écrivain, il a publié une quinzaine de romans et d'essais, la plupart traduits en français et publiés par Grasset. Mais certains écrits, son dernier roman, Le choix de Martin Brenner, on va en parler tout à l'heure, a été publié en 2020. Voilà, et c'est quelqu'un que tu connais bien aussi. Et Björn, figurez-vous que Björn Larsson a écrit un polar, et dans lequel tu l'as tué, je crois. Oui, j'ai essayé quand même. Tu as Mais essayé il de est le resté tuer. en vie, malheureusement. Donc, Enfin, il y a une partie de moi qui est... oui. Mais je l'ai bien enterré, en plus, parce qu'il m'avait gentiment prêté des poèmes. Parce que moi, j'avais besoin de belles poésies, de beaux poèmes pour mettre... pour mon Pour un de tes personnage de personnages, poète. oui. Mais lui, il était honoré, parce que, oui, prends ce que tu veux. Seulement, il ne savait pas où je les mettais. Et puis, je les ai traduits, j'ai écrit en suédois, donc je les ai traduits en suédois. Et surtout, il y a un long poème qui est très beau. Et lui, il s'inquiétait, mais où tu l'as mis, Et puis, quand finalement est arrivée la traduction française, je l'avais mis à son enterrement. Et il a lu plusieurs fois, il a pleuré, et maintenant il a décidé de mettre ça quand il sera mort un jour. Ce poème-là doit être lu Oui, à parce son que enterrement. dans les enterrements, on est obligé de se taire, donc Ça on s'appelle écoute le poème. ça s'appelle Mise en abîme.
Dans l'abîme. Et puis aussi, dans cette anthologie, eh bien, il y a, et là je vais te laisser le présenter. Farouk Cheikh, Voilà. qui est déjà venu en France parce qu'il est venu il y a quelques années à Saint-Nazaire faire une résidence, mais né en 70 à Bihac, en ex-Yougoslavie. Jusqu'à la guerre en 92, vous suivez des études de vétérinaire à Zagreb. Puis, à 22 ans, vous engagez dans l'armée de Bosnie-Herzégovine et vous devenez lieutenant d'une unité. Après la guerre, vous étudiez la littérature, vous écrivez depuis 1998 et vous avez une grande reconnaissance de la part de la critique parce que c'est une écriture vraiment vive, brillante et qui est celle de la génération en quelque sorte de cette après-guerre. Donc vous recevez de nombreux prix. Vous travaillez aussi pour des magazines en tant que chroniqueur et journaliste. Et puis vous êtes là pour le livre de Luna, qui est un roman mais très poétique, on va dire ça comme ça, parce que il y a des romans poétiques, et je crois que là c'est le cas. C'est sorti aux éditions Agoulo, traduit du bosnien par Olivier Lanuzel. Et ici, vous êtes interprété par Morgane Chesana. Voilà, Morgane Merci. qui est avec nous. Merci de faire la traduction. Alors, je propose pour se mettre un peu dans l'ambiance, qu'on écoute tout de suite un poème. Voilà, je vais lire trois poèmes du livre. Donc j'ai écrit une longue préface sur un peu où est le poème, quoi. Je dis pourquoi un livre comme ça? Je dis parce qu'il y a urgence. Dans ce livre, je dis j'ai ce qu'il te faut, où que tu habites. Dans les poèmes de ce livre que j'ai reliés, voyelle après consonne, j'ai ce qu'il te faut, car ces poèmes viennent des quatre coins du cœur, du corps, de la tête, du monde. Ici, aucun poète n'est venu les mains vides, mais on a invité un qui l'a fait grandir et qu'on appelle un maître. La poésie n'est pas une vertu, la poésie est un art. Elle fait attention à ce qu'elle dit, en chant profond, en ces temps où la guerre se fait aussi avec les mots. La poésie, voici ton arme. Et je vais dire trois poèmes du livre. Donc moi j'ai écrit un long poème sur l'Ukraine. Alors si on a le temps tout à l'heure, peut-être je le dirai, mais c'est pas grave si je le dis pas. Je l'ai écrit parce qu'une pianiste ukrainienne qui s'appelle Natasha Koritskaya m'a demandé de venir avec comment il s'appelle le musicien avec qui je travaille. Nicolas Repatch, à la scène musicale à Paris pour dire un poème pour des musiciens, des musiciennes, des Ukrainiens et Ukrainiennes. Il y avait là 300 femmes et leurs enfants, pas d'hommes évidemment, puisqu'ils étaient au front. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas écrire un poème pour l'Ukraine. Et je lui ai dit, mais de quel droit, d'où je parle, quoi. C'était très, très compliqué pour moi, quoi. Hein. J'ai mis un mois à l'écrire et juste le début où je dis, suis-je encore russe, parce que j'aime la littérature russe, si je suis ukrainien. Suis-je russe par Pasternak, si je suis ukrainien par Taras Shevchenko, qui est le grand poète national ukrainien. Et ensuite, je décline cette question-là. J'aime bien aussi cette phrase que tu as écrite au début, donc, dans l'heure de la moisson. Le poème, s'il a une raison d'exister, c'est peut-être celle de veiller au grain de la langue qui parle à travers toutes les langues. Oui, c'est vraiment ce que je pense. Si on a une utilité, si ce mot convient, c'est celle-là, faire attention à ce qu'on dit, quoi. Voilà. Et donc trois poèmes. Donc le premier, celui de Farouk, justement, que j'ai eu grâce à Velibor Čolić, hein, qui m'a offert beaucoup de poèmes de poètes plus jeunes que moi. Donc moi je connaissais Velibor Čolić, qui est un écrivain d'origine de Bosnie aussi, qu'on a connu là-bas d'ailleurs, à Sarajevo, quand on faisait Étonnant Voyageur là-bas, et qui est venu très très souvent ici au festival. Et j'ai connu moi Izet Saradjilik et Abdullah Zidran, qui sont des gens de l'ancienne génération. Donc voilà. Ça s'appelle « Quand j'ai vu pour la première fois un morceau de crâne humain ». J'avais 22 ans, nous venions d'arriver à la ligne du front. Décembre avait apporté un hiver sec. Les feuilles couvertes de givre craquaient sous nos bottes militaires. C'est sur le sentier des chèvres que j'ai vu quelques gouttes de sang, morceaux de crâne humain. À l'extérieur, une touffe de cheveux. À l'intérieur, une surface rugueuse, visqueuse et lunaire. C'était tout ce qui restait sur terre de Sarik Sédouane. Ça, c'est donc un poème de Farouk. Ouais. Bravo.
Dans le livre, donc c'est dans le chapitre des admirations, Björn parle d'un immense écrivain suédois, qui s'appelle Harry Martinson, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs. Et juste un texte de lui qui pourrait se raccrocher d'une certaine façon à celui que je viens de dire, de cet homme qui vient de mourir, dont on a trouvé le crâne. Voilà ce qu'il dit. C'est dans Anyara. C'est un poème. Alors c'est un poème quasiment de science-fiction. C'est assez rare comme texte, comme genre plutôt. Difficile de croire en la vie dans l'au-delà, mais juste de souhaiter une vie dans l'au-delà, c'est manifester sa joie d'être en vie. Et le plaisir de revenir à sa beauté et non seulement mourir tel l'éphémère. Juste de manifester sa joie d'être en vie, juste de faire passer la vie avant la mort. Et un poème de Thérèse Barden qui s'appelle L'amitié et qui dit ce qu'est la vie justement. Est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui, dès aujourd'hui, ou demain? Il y a cette chose que je voudrais te dire, mais que je ne te dirai pas pour ne pas te faire souffrir. Il y a cette chose que tu voudrais me dire, mais que tu ne me diras pas pour ne pas me faire souffrir. Il y a cette chose que je ne te dis pas et qui me fait souffrir. Il y a cette chose que tu ne me dis pas, mais qui te fait souffrir. Nous restons côte à côte, sans tomber, brinque-ballant sur la crête, jusqu'au bout du chemin, jusqu'au précipice, d'où nous pourrons nous relever. Merci Yvon, bravo, voilà. Merci beaucoup. Juste un mot. Donc vous voyez la joie que j'ai eue à recueillir toutes ces paroles. Voilà, c'est ça ce livre. J'ai passé un an à le faire, grâce à l'éditeur de La Rumeur Libre aussi, Thierry Renard, avec qui on discutait sans arrêt. La joie que j'ai eue, c'est une vendange, si vous voulez. Voilà. Et c'est précieux pour nous autres de pouvoir découvrir tous ces poètes, tous ces auteurs du monde entier. On va peut-être enchaîner avec. On va rester peut-être avec Farouk Cheich et puis ce livre, le livre de Luna, qui est un texte un peu comme l'autre qu'on connaît en France, qui est un recueil de nouvelles, qui donne vraiment à lire l'expérience de la guerre d'une manière subjective. La guerre, le deuil. Et là, c'est un vétéran, un homme qui a combattu dans l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui fait des séances d'hypnose pour dépasser en quelque sorte cette souffrance, ce dégoût qu'il a, et qui petit à petit va le ramener à son enfance et à sa première jeunesse, en tout cas à un pays qui n'existe plus, mais aussi à une rivière, cette rivière de Luna, qui est à la frontière de ce qui est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie, je crois, et qui est son monde, son univers. C'est pas la Slovénie, la Croatie, voilà, je me disais, c'est pas la Slovénie. Et c'est une manière de retrouver un territoire. Et là, les mots ont de l'importance, évidemment. Et je voudrais lire deux petits passages avant de poser la question justement à Farouk. Il fait trop chaud au soleil, froid et humide à l'ombre. Ça pue l'urine, les déjections, le cirage de chaussures. Ce sont mes souvenirs de la vie passée, les premiers à m'avoir sauté à la figure. Je ne crois pas que je parviendrai jamais à me libérer du dégoût de tous les poncifs sur lesquels reposait cet ancien pays. Rien que d'en parler, j'ai la nausée. Par bonheur, il existe un langage détourné et des mots au sens caché, et la rivière Una. Et plus loin, il écrit « Je suis absolument convaincu que je peux dépeindre la maison et la ville, cette maison et cette ville de sa jeunesse, avec des mots jusques dans leurs moindres détails, mais je dois être mesuré, être avare de mots. Je suis le chroniqueur d'un temps disparu, englouti, calciné. » Alors, Farouk, j'ai l'impression que ce livre, c'est à la fois une tentative de sauver quelque chose par les mots, et en même temps le constat que les mots ne peuvent pas remplacer ce qui a disparu malgré tout.
Et on a l'impression que ce livre est vraiment à la frontière, comme ma frontière à moi, de cette rivière Ouna, où je me suis trompé de pays. Mais entre les deux, comme une limite qu'on peut franchir parfois, mais qui reste difficile. Est-ce que c'est ça pour vous, la force des mots, et cette force poétique qu'évoquait tout à l'heure Yvon? It's a book about a river, about city, about one old house on the city, and about how is one whole world disappeared, and I just wanted to repair something that is burned down and destroyed, and of course I know that it's utopian aim, but I mean we are people from words and from literature, and we believe strongly that only in poem you can bring back the dead, not in real life. So my book is some kind of prosthesis made of word. Oui, donc c'est un livre qui parle d'une rivière qui se situe dans une ville, et ça parle, ce livre parle aussi d'une vieille maison qui se trouve au bord de la rivière dans cette ville. Et j'essaie de montrer comment tout un monde entier a disparu subitement. Et mon but en écrivant ce livre, c'est de réparer les choses, réparer ce qui a été brûlé, ce qui a été détruit. Alors je sais évidemment que c'est utopique, je n'y arriverai pas, mais je crois que nous sommes tous et toutes faits et faites de mots. Nous sommes tous faits de littérature, et je crois que seul un poème peut réparer justement. La réalité elle-même ne pourra pas réparer les choses toute seule. Et donc je crois qu'on peut voir mon poème, mais aussi mon livre, comme une sorte de prothèse. Alors c'est étonnant parce que effectivement on rentre de ce roman. C'est un roman, c'est un récit, mais c'est effectivement un poème. C'est un poème à un fleuve, c'est un poème à une rivière, mais à de l'eau qui coule. C'est un poème à aussi la mémoire qui coule, quelque chose qui est une identité flottante. Et d'en parler vraiment comme d'un poème, comme vous le faites, je trouve ça à la fois juste, et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du roman. C'est-à-dire qu'il y a quand même du suspense. Il y a quand même ce qui fait la force narrative du suspense. Évidemment, c'est pas du tout un polar, hein, mais on sent qu'il y a une quête, qu'il y a une recherche, et c'est ça qui fait avancer le lecteur. Et est-ce que vous-même, en écrivant ce livre, vous arrivez en quelque sorte au bout de cette quête? It can't be done in one book, and this is like I'm started as a poet, so it's natural that I wrote a poetical novel, and my style in this book is it's full of poetical images and metaphors, and of course it's a novel, different kind of the novel with plot. There is no plot here. And you can't put everything in one book. So when I'm working on my new books, I can write about same topic but in another way. So this quest in this book is in a way it's eternal. It can't be done. I mean it's quest like forever. C'est vrai que moi, mes premiers amours, c'était la poésie, c'est de là que je viens, donc ça paraît naturel que quand j'écris des livres d'autres genres, il y ait beaucoup de poésie. Et c'est vrai que
mon style dans ce roman est très poétique, comme vous le disiez. Il y a beaucoup d'images fortes, des métaphores. Mais bien sûr, ça reste un roman qui est très éloigné des romans plus classiques, parce qu'il n'y a pas d'intrigue dans mon livre. Mais je crois qu'on ne peut pas mettre tout ce qu'on voudrait dire dans un seul roman. Comment dire, ce que j'essaye de faire, moi je sais que je ne vais pas pouvoir être exhaustif, mais quand je commence à écrire un livre, eh bien, je me dis que je peux parler d'un sujet que j'ai déjà abordé avant, mais d'une façon différente. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que que je commence une œuvre. Et donc, vous parliez de la quête, et je dirais que la quête que je mène dans ce roman, elle est éternelle. Elle peut pas, je pourrais jamais vraiment atteindre en fait ce but, mais c'est ça en fait qui en fait le sens. Cette quête, c'est ça, elle dure à jamais. Elle dure à jamais. C'est une quête pour la réparation, en quelque sorte, quoi. Tu voulais reposer une autre question ? Oui, je voulais juste demander qui est ce Gargan, cet autre narrateur, puisque ça commence comme ça. Je est Gargan, je est un autre. D'où vient ce Gargan, Gargan, je ne sais pas comment on prononce. Gargan. He's the dark side of the main character, and it's because I didn't want to write a novel in which my character will be represented as angels, and they are people made from flesh and blood, and they have like bright side and dark side. They are very complex, and this main character, of course, I created him, and there is a lot of things inside of him that belongs to me, but it's not me. Of course, it's the other, and even it's very autobiographical in this book. And this Gargano, he is like he is part of the evil inside of every person, and he represents all bad things that happened during the war. So I didn't want to say that my side, my army was like army of angels, and I never take a side of the victim. So this dark side of the character, he's here to make the main character more realistic, more honest, more brutal. Alors, ce Gargano, il représente le côté sombre du protagoniste, parce que j'avais pas envie. Quand j'écris des livres, j'ai pas envie de créer des personnages qui soient foncièrement bons, qui soient des anges. Je veux créer des personnages incarnés, qui soient de chair et de sang. Ils ont à la fois un côté sombre, un côté lumineux, ils ont toute cette complexité de l'humain. Et donc évidemment, ce personnage, c'est moi qui l'ai créé. Il y a beaucoup de choses en lui qui proviennent de moi, évidemment, mais ce n'est pas moi, c'est l'autre. c'est l'autre, c'est le double maléfique. Même si c'est vrai que je dois reconnaître qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans mon roman. Et donc Gargan, eh bien, il représente cette part sombre, il représente le mal qui est en chacun de nous. Il représente aussi toutes les atrocités, l'horreur, les horreurs de la guerre. J'avais pas envie de dépeindre l'armée pour laquelle j'ai combattu, au sein de laquelle j'ai combattu, comme une troupe d'anges et de gens vraiment juste animés par le bien. Parce que je me refuse à prendre le côté de la victime. Et donc, ce côté sombre que représente Gargan, et qui est donc la part sombre du personnage principal, c'était justement en tout cas, Gargan, je l'ai créé pour rendre mon personnage, mon protagoniste, plus réaliste, plus honnête et en quelque sorte plus brut. Merci, ça donne envie, hein, le livre de Luna. Merci beaucoup. Oui, il faut le lire. Il faut absolument le lire, ouais.
Alors on en vient au livre de Björn, que tu as dû lire aussi, je suppose, Yvon, paru chez Grasset en 2020, Le choix de Martin Brenner. En fait, l'histoire commence comme ça. À la mort de sa mère, Maria, Martin Brenner ressent certes de la douleur, mais s'interroge aussi, il ne s'est jamais vraiment senti très proche d'elle. Il procède à la dispersion des cendres en suivant ses dernières volontés. Et puis met sa maison en vente, et puis bon, ben voilà, c'est une page qui se tourne, pense-t-il. Sauf que quand il va rencontrer un avocat qui va lui annoncer que sa mère était juive et survivante des camps. Or, en plus, il faut savoir, Martin Brenner est généticien. Et à partir de là, ça va déclencher toute une série d'histoires qui vont complètement bouleverser la vie de Martin Brenner. Qu'est-ce qui est, comment est partie cette idée, Björn? À l'en croire, Ouest France de ce matin, c'est moi qui ai découvert à la mort de ma mère qu'elle était juive. C'est pas tout à fait vrai, mais donc on apprend toujours à lire les journaux, bien sûr. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais à Vancouver pour présenter un livre, on discute, je ne me rappelle plus exactement dans quel contexte, où j'ai rencontré un professeur de littérature scandinave qui préparait une anthologie d'écrivains juifs suédois, ou suédois juifs, c'est selon l'embarras du choix. Et puis on a parlé d'autre chose, et puis j'avais raconté comme une anecdote à un certain moment que ma mère, qui avait un peu de vanité comme ça, Larsson, il y en a 400 000 en Suède, donc c'est pas très original. Donc elle avait repris le nom de jeune fille de sa grand-mère, qui était Zander, comme le Z. Et ce professeur m'a dit, mais c'est un nom juif, ça. Je lui ai dit, mais j'ai aucune idée, moi. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas demander à ta mère, parce que j'ai compris après, parce qu'il avait lu Long John Silver, qu'il avait beaucoup aimé, il voulait me foutre dans son anthologie. C'était ça la motivation principale. Mais il m'a dit, tu ne peux pas demander à ta mère. Et puis j'ai un peu réfléchi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change si je découvre que ma grand-mère a été juive? Et puis, comme je suis fait, je vis entre Italie, entre la France, entre la Suède, et j'ai vécu 15 ans au Danemark, une année au Néerlande, je n'ai pas de racines, je n'ai pas d'identité l'identité suédoise, qu'est-ce que ça représente pour moi? Pratiquement rien. Je ne voudrais même pas être dans une anthologie d'écrivains suédois. Alors encore moins pour une anthologie d'écrivains suédois juifs. Écrivains du monde. Oui, oui, écrivains du monde, c'est peut-être exagéré, mais quand même c'est de certains pays en Europe. Et donc je n'ai rien fait, mais à un certain moment, j'ai été un peu curieux de savoir plus. Et je suis allé, ma mère avait déjà un peu, elle était trop vieille, un peu, elle était trop sénile, et elle ne se rappelait pas, mais elle a une de mes sœurs, qui était plus jeune qu'elle, qui est toujours plus jeune parce qu'elle est en vie. Et je suis allé lui demander qu'est-ce qu'elle savait, elle, de sa grand-mère. De sa grand-mère. Elle me répond rien. Je dis, c'est pas possible. Ta mère à toi a dû te raconter quelque chose sur sa mère à elle. Non, rien. Et puis j'ai un peu fait des recherches, mais très, très vaguement comme ça, et on ne sait rien sur cette grand-mère. Donc l'ironie du sort, c'est peut-être, ça c'est venu après avoir écrit le roman, c'est que si ça se trouve que ma grande-grand-mère était juive, moi je suis juif, théoriquement. Et c'est là où ça a commencé à devenir, disons, parce que l'identité juive, bien sûr, est l'identité la plus controversée, la plus difficile à porter sur son dos, et délicate, tout le reste. Donc je me suis dit, je vais quand même écrire un roman qui essaye de démêler ce que le personnage du roman doit accepter ou refuser. Parce que lui, il n'a jamais été éduqué comme juif, donc il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas la foi, il est généticien, donc il sait très bien que les gènes, les liens de sang, ça c'est du mythe. Hein. On ne peut pas définir les gens à partir des gènes. Ça c'est complètement impossible, scientifiquement parlant. Et donc il sait tout ça. Et il va donc partir à la quête d'abord, non pas... Mais il la rejette au début, un peu, cette identité. Oui, parce qu'il se dit, mais il sait que comme en tant que... Et puis il va se faire piéger, en fait. Oui, en tant que généticien, il sait très bien que c'est rien. Je veux dire, on ne peut pas dire, voilà, parce que je suis suédois. Moi, j'ai fait cette analyse un jour, Ancestry.com, comme ça s'appelle. Et moi, je voulais découvrir quelque chose d'un peu excitant. Je ne sais pas, 50% breton, un truc comme ça. Alors, ils m'ont dit 85% de Scandinaves, et puis 5% de Britanniques et 10% de Russes, à propos. Rien d'excitant.
Mais ça non plus, ça ne change rien. Et donc, il se dit, il fait cette recherche et il découvre que l'identité juive est quand même quelque chose qui échappe à tout le monde. Mais selon l'orthodoxie juive, c'est les liens de sang maternel qui fait qu'on a le droit absolu de s'appeler juif. Lui, il n'a pas la foi, il a donc la mère qui était juive. Qu'est-ce qu'il doit faire? Son problème, c'est que s'il ne dit rien à personne, il ne sera pas juif, parce que personne ne le saura. Le problème, c'est qu'il va faire la même chose avec sa fille, sa femme, que sa mère avait fait avec lui. Il avait gardé un secret pesant toute sa vie. Ça va lui coûter Ce qui cher. explique pourquoi ils ne se sont jamais pu se rapprocher vraiment. Donc il est coincé. Quoi qu'il fait, il est coincé. Il dit, ma mère était juive, moi je ne veux pas l'être. Déjà, c'est un problème. Ma mère était juive, on ne le dit pas, donc il porte le secret avec ses proches, avec ses amis. Mais en fait, oui, ça va complètement faire éclater sa vie parce que ce secret qu'il va garder donc, par rapport à sa femme et surtout par rapport à sa fille, alors, avec qui il a une relation très très forte, très très tendre qu'on découvre au début. Et tout le monde va se sentir, comment dire, on peut dire non pas dépossédé, je ne sais pas, trahi. Oui, c'est un peu ça le problème. J'ai un ami très proche, que je connais depuis 30 ans, qui est juif, qui vient du Maroc à l'origine. Il est tombé amoureux d'une Suédoise. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais donc il est allé vivre en Suède de toute sa vie, mais il est français, vraiment français de souche aussi, en même temps. Il a enseigné le français à l'université pendant toutes ces années. Et on a beaucoup discuté de ces choses-là pendant les années, quand j'écrivais le livre encore plus. Mais quand le livre est sorti, il ne voulait pas le lire. Alors j'ai insisté, je lui ai dit, mais on se connaît depuis 30 ans, pourquoi tu ne veux pas? Et puis finalement, il l'a lu, et j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce que ça te dit à toi, dans ta vie, de ton identité? Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est, ah, tu sais, Björn, nous, les Juifs. Et là, je lui dis, mais nous, moi, je suis exclu, alors. Et c'est ça le problème avec ces identités qui sont basées sur le lien de sang, que ce soit en France, en Italie, en Israël ou ailleurs. Les Samis en Suède, c'est pareil. On exclut absolument les autres. Ça devient, tu sais, nous, les Juifs. Et j'ai dit, mais si tu maintiens ça, on n'est plus amis. On ne peut plus être amis. Et donc, quoi qu'il fait, Brenner, il est foutu d'une certaine façon. Parce que les autres vont faire de lui, les Juifs vont l'accueillir, bien sûr, à bras ouverts, c'est un autre Juif. Les antisémites, ils sont contents parce qu'un autre a détesté. Et le secret, c'est pas possible parce qu'il va refaire l'erreur de sa mère. Et voilà, c'est ça qu'il est. Voilà, c'est tout le. Voilà. Toute l'histoire du livre, le choix de Martin Brenner, c'est vraiment très bien, traduit du suédois par Hélène Hervieux et paru aux éditions Grasset. Avec, ouais. Je vais juste ajouter une chose, parce que quand le livre est sorti en Suède, je l'ai fait envoyer à la communauté intellectuelle juive en Suède, et j'ai demandé à ce que la même chose soit faite en France, et je n'ai pas eu de réaction. En Italie, un tout petit peu. Mais personne, disons parmi les écrivains que je connais personnellement, n'a voulu toucher le livre. Parce que c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas juif. En Suède, il y a même eu un papier, 2 pages entières sur un grand journal suédois qui m'accusait d'antisémitisme. Et le type est économiste, donc il n'est pas excusé, mais ça se comprend, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas compris que c'était un roman. Et donc j'ai répondu, et je l'ai démoli. Tout le monde est d'accord que c'était facile, parce qu'il s'est trompé sur temps. Il n'a pas mentionné qu'il y a un rabbin qui est très sympa, qui est un personnage important dans le roman, des choses comme ça. Mais ça prouve à quel point ce sujet-là n'est pas un sujet comme les autres. On a beau faire, mais voilà, c'est comme ça. Et puis j'ajoute aussi que j'ai évité complètement le conflit Israël-Palestine. Donc ce n'est pas du tout un roman politique, dans ce sens-là. C'est un roman existentiel. C'est passionnant. Voilà, donc merci Björn. Merci Björn. Et on va terminer avec toi. Alors Yvon, j'ai montré tout à l'heure ce comment on dit, CD.
Oui, oui. Yvon Lemaine, Nicolas Repac, Repatch, on dit, hein, Repatch aussi. Nicolas Repatch, nous, on a fait sa connaissance quand il, en Haïti, oui. à une soirée absolument extraordinaire à Port-au-Prince. Avec Arthur H, oui. Avec Arthur H, où ils ont fait une soirée absolument magnifique. Nicolas Repatch, c'est un musicien extraordinaire Magnifique, aussi. oui, Hein. magnifique. Et justement, c'est en le rencontrant en Haïti, en 2010, hein, je crois. Il y avait un spectacle avec Arthur, 2013, enfin bon, voilà. Il faisait un spectacle sur les poètes des Caraïbes, hein, Nicolas et Arthur. Et on a eu la chance, Nicolas et moi, d'être l'un à côté de l'autre dans l'avion et que le voyage dure longtemps. Donc ça fait du temps pour se rencontrer. Et on s'est rencontrés 2 ou 3 fois de suite par hasard dans les trains. Alors ça devenait louche. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble ? Et Nicolas est il est d'origine serbe, il vient du fond de la Bosnie serbe, profonde des montagnes et tout ça. C'est son grand-père, je crois, qui est arrivé. Et on a découvert qu'on aimait des poètes en commun, des musiciens en commun, et on s'est mis au travail. Donc, et le disque est sorti de 2 livres, La baie vitrée que j'ai écrit pendant le premier confinement. Donc c'était à l'horizon de la baie, quoi, ce qui se passait, voilà, le paysage. Et le deuxième livre qui s'appelle À perte de ciel que j'ai écrit, c'est un long cheminement dont on a parlé l'an dernier vers le Mont Saint-Michel, un voyage intérieur en fait. Donc c'est à la fois le dehors et le dedans. Et je voulais trouver un titre commun et j'ai eu l'idée de Lampe Tempête parce que c'est à la fois il y a de la lumière dedans, mais c'est la tempête, c'est-à-dire la vie, quoi. Voilà. Il y a plein de liens entre nous tous sur ce plateau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est allé pendant plusieurs années, en tout cas moi, plusieurs années à Sarajevo, rencontrer les écrivains et les poètes, et ce sont des souvenirs absolument formidables. En plus, on avait à cette époque, je crois que tu l'évoques à un moment dans le livre, dans l'anthologie, oui, Mireille Robin. Mireille, ah oui, absolument. Merveilleuse Mireille Robin. Mireille Robin est une grande traductrice, c'est grâce à elle hein, que moi j'ai découvert tout ce monde-là. Elle a traduit je ne sais pas combien d'écrivains de là-bas, elle a donné sa vie. Magnifique, elle a été mariée d'ailleurs à un Robin. poète d'origine de Vojvodine, la minorité hongroise de Serbie, qui s'appelait Rade Tomic, qui s'est suicidé en 1985. Et Mireille, elle nous a donné à nous tous. Oui, elle vit actuellement à Laval, mais elle nous a donné beaucoup. Quoi. Ah, voilà, vraiment, beaucoup, oui. Beaucoup, et puis il faut remercier Sarajevo la première fois, parce que c'est là où on s'est connus. C'est là aussi où dans un oui, train, parce qu'on oui, s'était dans un entre... train aussi. Ah, mais quand on dans est un allé... train, c'est louche aussi. Oui. Ah, mais on s'était entrevus ici plusieurs fois, mais on n'avait Ouais. jamais le temps parce qu'il y avait Ouais. tellement de choses à faire. C'est quand on est allé De Sarajevo à Mostar. À Mostar, voilà. Et nous, dans le train, on a commencé à parler. Maintenant, ça dure depuis 20-25 ans qu'on continue à se parler. Et ça ne s'arrête pas. C'est éternel. Comme quoi les trains, ça relie quand même. Hein, ça relie. Je peux terminer juste par la fin du poème sur l'Ukraine, qui est, bon, c'est un long texte, mais juste la fin. Combien de mots nous faudra-t-il laver, essorer de leurs mensonges ? Hier, l'extermination par la faim, l'Holodomor de 1933, dont il était interdit de parler en Russie. Aujourd'hui, la disparition par la guerre, qu'il est interdit de nommer dans une langue détruite comme un pays après un tremblement de terre. Combien de mots dont le sens fut trahi à la naissance, petite Russie, nouvelle Russie, en lieu et place de l'Ukraine. Au nom de quoi, pour qui, au nom de qui, pourquoi ? Qui sont-ils ceux qui tirent en espérant d'abord ne pas être tachés par le sang de ceux qu'ils tuent encore et encore ? Ils nous ressemblent, mais jusqu'à quel point ? Le point où l'être humain se sépare sur la ligne de partage de l'homme avec l'enfant. Un enfant, une peluche à la main, une femme sans son homme à la main, séparée de la main de son enfant. Je suis encore russe par le poète Boris Pasternak et la neige dont il ne pouvait se passer, en suivant les traces que font ces mots dans la neige. Je suis ukrainien par le poète Taras Shevchenko et le jaune de ses blés et le bleu de son ciel, le bleu de chez moi, le jaune de chez lui, mais qui saigne. Voilà. Et une dernière chose,
Taras Shevchenko, le grand poète ukrainien qui a eu une vie, mais alors il est mort assez jeune, il a connu l'exil, la prison, etc. En Ukraine, il est un arbre, si vous voulez. Eh bien, il a été traduit en France en 1960 par Guy-Vic. Ah, par Guy-Vic. Guy-Vic, Ah, oui. Et on vient de rééditer son livre chez Segers, une anthologie, avec une préface magnifique de André Markovitch, qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous conseille très intéressant, un petit livre qui s'appelle « L'Ukraine sauvera la Russie ». Un peu voilà. Et il termine son livre en disant « Ça dépend si les Russes choisissent Tchekhov ou Dostoïevski ». Ben, l'Ukraine, on en Voilà. parlera cet après-midi aussi sur le plateau du Café littéraire, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Luba Yakimtchouk, Irina Dimitrichine et Ella Yevtuchenko. Voilà, tout à l'heure, vers 15h30, on les recevra ici. Décidément, on parle beaucoup de poésie, de poèmes. On te fait un peu concurrence, mon cher Yvon, mais ça n'empêche que toi aussi, tu reçois pas mal de romanciers, donc l'un dans l'autre. Hein. On fait des ponts, on fait des ponts. On fait des ponts. Voilà, ça, ce sera le rendez-vous de 15h30. Auparavant, on va se retrouver à 14h30 avec Dany Laferrière pour parler de son actualité. Il y a ce livre dont on dira quelques mots, L'enfant qui regarde, paru aux éditions Grasset. Et puis surtout, on parlera du petit traité du racisme en Amérique. Et là, il y aura quelques projections d'images et puis une bande-son. On le laissera nous parler en écrivain de ce petit traité du racisme en Amérique. Voilà, merci pour votre attention pour ce matin. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, 14h30. Merci à toute notre équipe.